Ok, c'est parti. Donc, Thierry, bonjour à toi. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette émission qui va être une émission qui va être très intéressante, dans le sens où on va aussi, comme hier avec Poli, parler de terrain, hein, mais cette fois-ci dans un cas qui va être très particulier, dont on va revenir après, et qui va peut-être intéresser beaucoup nos auditeurs et ceux qui nous suivent. Donc, l'UAP Investigation, on le rappelle, c'est avant tout du terrain, c'est des données, des témoins, c'est une approche pluridisciplinaire par rapport aux sciences, aussi par rapport à l'investigation, aussi de personnes comme toi qui ont approché le phénomène et qui l'ont étudié depuis très longtemps. Donc, Thierry, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous rappeler un petit peu ton parcours et comment toi tu es arrivé aussi au domaine de l'ufologie? Fin des années 70, 69, j'assiste à l'alunissage, l'atterrissage, on peut le dire. Mission Apollo sur la Lune avec mon frère Jean-Claude. À partir de là, je me mets à me poser des questions sur la vie ailleurs, sur la possibilité de visite extraterrestre sur la Terre, puisque nous allions sur la Lune. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que par hasard, des engins extraterrestres ne pourraient pas faire la même chose en venant chez nous visiter la Terre? À partir de là, je me suis mis à collectionner, donc à partir des années 70, à correspondre aussi avec l'armée de l'air, pour leur demander des renseignements, m'intéresser un peu à tout ce qui se passait au niveau des observations, coupure de presse, l'LDLN. Je deviens enquêteur pour LDLN et puis mon petit parcours continue comme ça pendant une dizaine d'années où je collectionne et puis je commence à me faire une petite bibliothèque sympathique avec pas mal d'ouvrages. Et puis en discutant aussi avec Monsieur Veillit, Raymond Veillit à l'époque, puisque c'était lui qui était le président, le responsable de LDLN, où là je deviens enquêteur et puis je commence à aller un peu sur le terrain. D'accord, d'accord. Et Quelques ensuite, années. ensuite le terrain, tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'organise par le biais de veillée, par le biais de vigie? Tout à fait. Je vais à certains endroits autour de Brest, des lieux dits récurrents qui sont documentés dans les LDLN de l'époque. Et puis aussi avec le dernier livre, le livre qui sort en 1978, si je ne me trompe pas, de Jean-François Boedec, où là c'est un véritable catalogue des endroits dits récurrents. Et puis je me mets aussi à avoir une parenthèse, puisque je fais mon service militaire dans la marine, embarqué sur un bâtiment de guerre, sur le Henri Poincaré, qui est un bâtiment d'essai et de mesure sur le tir des missiles nucléaire, donc missile balistique. Je vais à plusieurs reprises aux Açores, je suis marin-pompier, sécuritaire. Et je dois m'engager, je finis mon service militaire, je dois m'engager, et puis à la dernière minute, je décide à ne pas m'engager. Et puis j'ai une petite année là où je suis libre de mes mouvements, de ce que j'ai à faire. Et disons qu'un soir, je me rends sur le terrain avec un ami et puis avec un de mes frères, Jean-Claude, et nous assistons à un atterrissage près de l'aéroport de Brest-Guipavre. D'accord. 1982-83, c'est aussi là où j'adhère avec les GEPSI, le groupe d'études et des phénomènes spatiaux inexpliqués, le GEPSI avec Renaud Maric. Et puis je débute aussi ma carrière à la SNCF en mai 1983. Et là, je deviens un peu l'ambassadeur du GEPSI sur Paris. Je rencontre les figures de l'ufologie de l'époque. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Figuet, Thierry Rocher, Coste, Pinvidic, enfin toute la clique des ufologues du CNEGU et autres sur Paris. Et là débute aussi pas mal de réunions, et surtout, quand je reviens le week-end sur Brest, je continue aussi mes enquêtes avec les membres du GEPSI. Puis avec Renaud Maric, j'ai la chance de rencontrer un des enquêteurs de la CNR de l'époque, qui s'appelait Rémi Guéguin, qui faisait partie de la Commission nationale de recherche.
D'accord. J'ai la chance de le rencontrer à Pentrez, face à la baie de Douarnenez. Et Monsieur Rémi Guéguin nous sort une valise de la Marine nationale, une valise en métal, hein, et où il l'ouvre et nous commence à nous montrer un peu les documents qu'il possède. Et puis c'est là qu'on découvre aussi qu'il nous parle de cette fameuse affaire du porte-avions. À l'époque, on parlait du Foch, et qui aurait été confronté à une manifestation d'OVNI face au Cap de la Chèvre, hein. Alors, depuis cette année-là, 1983, c'est comme si elle me suivait, cette affaire. Il y a eu des synchronicités qui étaient quand même assez intéressantes, parce que faut savoir que il y a un livre qui était sorti, c'est l'amiral Jublin qui l'avait écrit, c'est Le ciel sur la tête. L'amiral Jublin, c'est un ancien préfet maritime de Brest, et c'était aussi un héros de la Seconde Guerre mondiale, hein, D'accord. un pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, un héros. Qui avait donc écrit ce livre que j'ai la chance d'ailleurs de. Il me semble que je dois l'avoir. J'ai réussi à trouver son ouvrage. C'est à D'accord. l'envers, bien sûr. Le ciel sur la tête. Voilà, tout D'accord. à fait. Et on est sorti d'ailleurs en 64 un film. Il s'appelle aussi Le ciel sur la tête. Qui relate la confrontation du porte-avions Clémenceau avec un engin qui arrive sur la Terre et qui est repéré par à l'époque, c'était assez marrant parce que c'est le radome de Ploemor-Baudou, alors qui le détecte en premier lieu. Et le porte-avions, donc Clémenceau, est confronté avec les marines américaines et les marines russes, et la marine russe, à cet engin. Il y a un rapport qui est assez intéressant parce que, encore une fois de plus, on se retrouve dans le domaine nucléaire, parce que l'engin qui arrive sur Terre, la sonde extraterrestre ou exogène, est malheureusement détruite par un missile nucléaire tiré par les Russes. Alors, c'est troublant parce que le film Ciel sur la tête, le scénario a été repris dans un film américain, c'est Nimitz, Retour vers l'enfer. Oui, très très bon film. Oui, très bon film. Exactement. Un très bon film. Et là aussi, c'est une sorte de synchronicité entre le livre de l'amiral Jublin, le film qui sort en 64 sur Le ciel sur la tête, et aussi en même temps, quelques années après, plus tard, donc Nimitz Retour vers l'enfer. Parce qu'il est sorti en 1980, il me semble. Oui, il me semble, oui, c'est ça. Oui, oui voilà. Alors moi, donc, je recherche un petit peu à droite à gauche à essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et une interrogation vient là au jour perturber mon enquête, c'est la date du 7 janvier 1974. Alors, les deux seuls témoins qui ont aperçu donc l'OVNI au-dessus soi-disant du porte-avions Foch seraient le gendarme Kaminski et le gendarme Le Stumpf, Michel Le Stumpf, qui est un ami maintenant, parce que j'ai eu la chance de le retrouver en 2010, 2010-2011, et j'ai retrouvé son témoignage sur le site du Crépi. Et j'ai réussi à le contacter, et à le rencontrer, et à l'interviewer en mai 2013, si je me trompe. Et lui aussi avait un problème avec les dates. Il n'était pas sûr de la date du 7 janvier 1974. Et moi non plus, ça m'interrogeait énormément. Et puis en 2023, on se décide, je suis contacté par Jean-François Bouedec, qui a écrit les livres d'ailleurs, Fantastique rencontre au bout du monde, Rencontre au bout du monde aux éditions Le Signor, qui est ressorti d'ailleurs, il y a eu une réédition il y a une dizaine d'années de cela, qui est d'ailleurs épuisé, parce que c'est un livre très intéressant. Et avec Jean-François Bouedec, on se décide à relancer l'enquête.
Alors, moi, je vais aux archives municipales de la ville de Brest, parce que je sais qu'il y a une collection de journaux du Télégramme et de Ouest France. Et en tant que lecteur, je me mets à farfouiller fouiller dans les journaux. Donc janvier, février, mars 74 pour le Télégramme, et janvier, février, mars 74 aussi pour le Ouest France. Là, j'ai la chance de découvrir et de découvrir les coupures de presse de l'époque qui parlent donc de cette fameuse D'accord. observation. Et j'ai la date. Enfin, j'ai la date. Tout le monde, en fin de compte, Jean-François Brodel, dans son livre, Rémi Guéguin, s'était trompé de date. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu tentative de dissimulation de la Aussi, part des autorités militaires de l'époque, de puisque l'époque. un journaliste d'ailleurs qui s'appelait René Paco, à l'époque, en janvier-février 74, se décide à prendre contact avec des autorités militaires de Brest. Donc, je pense que c'était sûrement la préfecture maritime ou autre, qui lui disent ah bah non, c'est impossible, Foch ne peut pas aller en baie de Douarnenez, il y a des hauts fonds et puis son tirant d'eau est trop important, donc aucunement le Foch ni le sous-marin le Redoutable ne peuvent se balader à Douarnenez, dans la baie de Douarnenez. Il n'y a pas suffisamment de profondeur. Ce qui est faux, puisque il y a des cartes qui existent, et puis le porte-avions, il a un tirant d'eau de 7,50 m et les fonds, c'est en moyenne dans les 30 mètres. Et puis D'accord. les roches affleurantes ou autres sont connues, il y a eu des reconnaissances ont été faites depuis des années, puisque la baie de Douarnenez, il faut le savoir, c'est une baie refuge pour les bâtiments de commerce ou autres qui viennent. Il y a d'ailleurs un corps où le bâtiment peut s'amarrer. Donc moi, ayant la bonne date, je me dis, je vais me rendre au SHD de Brest, c'est le service historique de la Défense, qui est Malbert, et puis je vais essayer de consulter, voir si je peux retrouver des... Alors je demande le carnet de messages de janvier, février de l'année 74 du sémaphore du Cap de la Chèvre. Puisque, il faut le savoir, les bâtiments de guerre, quand ils sont désarmés, en règle générale, dans le port où ils sont désarmés, c'est là que sont consignées les archives du bâtiment en D'accord. question. Donc, comme le bâtiment Foch a été désarmé à Toulon, c'est à Toulon qu'il faut aller chercher dans les archives pour avoir les documents. Donc, Brest me dit, bon, on va fouiller dans le carnet de messages du sémaphore du Cap de la Chèvre. Janvier, février, mars 74. Et là, je découvre enfin le poteau rose. Je D'accord. découvre que donc, le 4 février de l'année 1974, le Foch, non, pardon, et Le quelle erreur Clémenceau. de ma part, comme quoi, n'est-ce pas, ça Oui. continue encore à travailler un peu. Le Clémenceau est bien rentré en baie de Douarnenez le 4 février 1974, accompagné d'un chasseur de mines, le Galliope, et tous les deux sont partis se mettre au mouillage en face de Morgat le 4 février de l'année 74. Je continue mes recherches et puis je constate aussi un certain nombre de choses qui me semblent un peu troublantes. Par exemple, le Clémenceau, pardon, a comment dire, euh, n'a pas contacté le sémaphore du Cap de la Chèvre par radio ou téléphone, il les a contactés par SCOP, c'est-à-dire le système optique de communication. Vous avez sans doute vu des films de la Seconde Guerre mondiale où vous voyez des gros projecteurs et puis un type qui tire sur une tirette sur le côté. Oui, oui. C'est le scope. Hein. Le scope. C'est des signaux qui sont faits donc optiques. Ça, c'est assez bizarre et assez troublant. On n'a pas compris trop pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi? Ouais. Pourquoi, ouais. Parce que bon, il y a quand même des moyens plus modernes de communiquer avec un sémaphore. Et puis, on s'aperçoit aussi eh bien, qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui, au petit matin du 7 février 74, rentrent en baie de Douarnenez et sont actés, donc repérés par le sémaphore du Cap de la Chèvre qui acte sur le carnet de messages les entrées et sorties des bâtiments de guerre. Nous avons pas loin de 10 bâtiments de guerre qui seront confrontés donc à 8h20 à un engin qui vient stationner au-dessus du bâtiment de guerre, principalement l'escorteur rapide Le Bourguignon,
Et nous avons aussi un bâtiment de guerre qui s'appelle donc le porte-avions Clémenceau, accompagné de son chasseur de mines, le Galop, qui se dirige vers euh, l'escorteur rapide, le Bourguignon et le sous-marin. Et donc ensuite, comment est-ce que ça s'est passé enfin, toi, tu m'as dit que tu as retrouvé aussi une personne qui était opérateur sur le bâtiment. Oui, Mais comment ça s'est passé ensuite par rapport à ces observations? Quelles ont été les réactions des uns et des autres? Le discours aussi des militaires aussi. Et comment est-ce que ça s'est déroulé ensuite? alors ce qui s'est passé, c'est que c'était donc, les deux témoins sont le gendarme Kaminski et le gendarme Le Stumpf. Le Stumpf et Kaminski se rendaient à la gendarmerie de Telgruc sur mer. Ils étaient partis de Châteaulin et il était aux alentours de 8h20 et le soleil n'était même pas encore levé. Et là, ils ont pu apercevoir donc un engin très important, cylindrique, la taille de 250 mètres, approximativement la même longueur que le porte-avions Clémenceau. 250 mètres de long, 25 mètres de diamètre. Euh, et là, ils ont pu apercevoir donc, sortant de la mer à très grande vitesse, euh, des engins triangulaires euh, d'à peu près 25 mètres de côté qui se sont dirigés. Donc il y en avait à peu près entre 6 et 10 engins qui sont sortis de l'océan, donc de la mer La mer. de baie de Douarnenez, qui ont rejoint cette espèce de grand cylindre de 250 mètres de long, rentré à l'intérieur. Le cylindre a commencé à se transformer en une espèce de grosse soucoupe et à se déplacer d'abord à toute petite vitesse, puis est parti à très très grande vitesse vers le large, vers l'ouest. Alors, bien entendu, Kaminski, le Stumpf, était quand même très surpris de ce qu'ils apercevaient. Ils étaient un peu choqués. Ils sont arrivés à la gendarmerie de Telgruc-sur-Mer. Là, ils ont pris contact avec comment dire, des journalistes pour essayer de voir, Télégramme, Ouest France, essayer de voir s'ils avaient eu des échos par rapport à cette observation. Et là, ils ont été récupérés et puis par la gendarmerie, ils ont été envoyés dans une autre gendarmerie, mis au secret. Et René Paco, qui était un journaliste très intéressant, qui enquêtait justement sur cette affaire en janvier-février, en février-mars par la suite, s'est fait dire donc par la marine que, comme je te le disais tout à l'heure, comme je le disais, il était impossible que le porte-avions se trouve en baie de Dorminé et que c'était une vedette qui lâchait des ballons météo. Voilà, Oui, j'ai lu ça, oui. Et c'était l'argument pour un peu, comment dire, débunker ou alors décrédibiliser le cas en affirmant que le Foch ne pouvait pas être là. Alors, c'est pas un mensonge, mais quelque part, ça n'a rien à voir. Et oui, qu'une vedette lâchait les ballons. Et ça, j'avais lu ça aussi dans les archives de Larousse. Parce que on retrouve peu de mensonges du cas, en fait, quand tu recherches un petit peu. Et je pense que c'est aussi normal, parce que je pense qu'on va y revenir avec toi, mais je pense que ce cas a été vraiment mis au secret, parce que ça impliquait aussi beaucoup de choses à l'époque. oui, tout à fait. Oui. Et puis là, on touche à un sujet qui est quand même assez tabou un peu partout dans le monde, c'est la dissuasion nucléaire. Hein. C'est Donc, ça. il faut savoir que Brest, c'est Brest qui il y a la base de l'île Longue avec 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Dans chaque sous-marin, il y a 1000 fois la puissance d'Hiroshima. Tu as 16 missiles, tu as 6 têtes par missile, tu as 96 têtes nucléaires. Approximativement 1000 fois la puissance d'Hiroshima dans chaque sous-marin, t'imagines un peu, déjà même à l'époque en 74. Alors il faut savoir que 74 est une année quand même bien spécifique, il faut le comprendre, c'est que nous sommes en pleine élection présidentielle, et nous, Présidentiel. et nous verrons donc arriver élu comme président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Alors, y a-t-il une concordance ou une sorte de synchronicité entre l'élection présidentielle, une force de dissuasion nucléaire qui est confrontée à un engin, c'est-à-dire aussi grand qu'un porte-avions, et qui se situe au-dessus d'un sous-marin nucléaire. En plus de ça, que venait faire c'est pas du tout logique. Hein. Un sous-marin nucléaire, lanceur d'engin, ne va pas dans une baie, dans la baie de Douarnenez. C'est illogique.
tous les experts le diront. D'accord. Alors, on sait qu'il y a eu une tempête très très importante, je crois que c'est le 5 si je ne me trompe pas, où il y a eu des vents très très forts, ça a soufflé très fort. Alors, bon, je pense pas que c'est ça, parce que on est à quelques kilomètres hein, de la tanière donc, des sous-marins, donc il aurait été beaucoup plus logique que le sous-marin nucléaire rentre à Brest. On a l'impression que le porte-avions a été amené là et que pour une mission bien spécifique. C'est pas dans la normalité de la marine de faire ce genre de si à part D'accord. qu'il y a un plan bien spécifique. Ou aussi il y a eu un problème, ou alors s'il y a eu déjà des observations faites avant, et que pour une raison ou une autre, ils ont justement acheminé le porte-avions sur cette zone. Alors ça peut être aussi logique, je pense. Hein. Oui, après derrière, il faut savoir aussi qu'on a découvert qu'il y avait des militaires américains au radar de Bretagne, D'accord. le 6 au soir, dans la nuit. Ils ont même joué, on a su qu'ils allaient jouer au poker avec les militaires français. Donc, que faisaient là les militaires américains? Voilà. D'accord. Il y a un ensemble de choses. Et puis, il faut savoir aussi que 74 est une année très importante, puisque c'est la fameuse année où Jean-Claude Bourré interviewera le nouveau ministre de la Défense, Robert Galet. Robert Gallet, oui. On peut retrouver d'ailleurs l'enregistrement sur le site de l'INA, on retrouve très facilement l'enregistrement et Robert Galet qui évoque le fait et qui dit que oui, en effet, il existe des engins qui visitent, qui sont là, présents, et qui intriguent et qu'il y a moyen qu'il faut étudier de près ces rapports. Et d'après enfin, quelques sources, euh, il semblerait que des échos disent que Robert Galet avait sur son bureau le rapport concernant cette affaire du porte-avions Clémenceau en baie de Douarnenez. Je n'ai pas la preuve de cette affirmation, cette information, mais ça serait logique, puisque il y a eu des échanges pardon, de messages entre ces clans, le chef d'état-major des armées à Paris. On retrouve dans le carnet de messages, on retrouve un ensemble de documents, de, 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 de messages qui nous font penser que oui, en effet, il s'est passé quelque chose de très important. D'accord, d'accord. Et donc, oui, parce que en fait, Robert Gallet a eu quand même des mots qui étaient un peu. Bon, c'était quand même assez étrange qu'il évoque ce genre de choses à cette période-là, quoi. Et alors, est-ce qu'il n'y avait pas quelque part, il y a un message un petit peu caché qui voulait aussi nous dire quelque chose? Hein. Parce que c'est vrai que voilà, on est proche de cette observation-là, on a un ministre de la Défense qui tient ce genre de propos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez étrange. Hein. Et lorsque tu parles du document sur le bureau de Robert Gallet, il y a Jean-Claude Jean-Claude Bourré qui aime raconter que il était dans le bureau du ministre, parle du dossier secret, très secret, secret défense, et avec une pile comme ça de dossiers sur le bureau du ministre. Oui, de toute façon, ce qui est certain, c'est que ça a dû faire beaucoup de bruit. Et c'est pas pour rien que cette affaire, l'année dernière, donc en février, ça faisait 50 ans, donc normalement elle devait être déclassifiée. Et puis, euh, c'est toujours pas le cas. Et j'ai su par l'administrateur du SHD de Brest, le service historique de la défense, que la marine n'était pas du tout obligée de déclasser ce fameux dossier. Donc, la chance qu'on a eue lors de cette enquête, c'est de vraiment découvrir le carnet de messages avec toutes les notes D'accord. euh, heure par heure. Nous savons exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye maintenant à l'heure actuelle d'obtenir un peu plus d'informations, mais bon, le dossier reste vraiment confidentiel et reste classé secret défense. D'ailleurs, par la suite, je me suis rendu de retour au SHD pour essayer d'avoir le carnet de messages du sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, qui est le sémaphore à l'entrée du Goulet de Brest, donc
et qui réceptionne tous les bâtiments, qui fait exactement le même travail d'ailleurs que le sémaphore du Cap de la Chèvre. C'est-à-dire qu'il y a un carnet de messages, un registre des messages, euh, D'accord. tout est noté. Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, j'ai demandé le document donc à l'administrateur dans la salle de lecture. L'administrateur est parti dans les archives pour essayer de me trouver le document. Il est revenu et à sa tête, j'ai bien compris que j'étais cramé, quoi, parce que tous les documents du sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, malheureusement, avant les années 1980, étaient mystérieusement perdus. Donc, Oui, d'accord. j'ai bien compris que j'aurais du mal à obtenir plus de choses que j'étais sûrement catalogué, et puis que par la suite, je me suis rendu donc aussi au service des phares et balises de Brest, qui est Malbert, hein, pour rencontrer la directrice après avoir eu un contact avec elle par mail. Et je voulais avoir aussi. Il faut savoir, il y a un côté militaire, donc les sémaphores sont militaires, et puis à côté, il y a les phares et balises qui s'occupent des phares, et puis la pose des balises en mer en face de Brest. Donc là, c'est civil, mais tout en dépendant aussi maintenant du ministère des Transports. Donc, Ouais, malheureusement, là, j'ai rien obtenu du tout, quoi. d'accord, d'accord. Et donc, tu dis que tu as aussi retrouvé un opérateur qui travaillait apparemment sur le bâtiment, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, oui. J'ai retrouvé, j'ai eu la chance, mais ça s'est très vite, comment dire, la source, ça s'est très vite éteinte parce que il avait toujours des copains qui étaient dans la marine toujours et qui étaient officiers et qui lui ont dit, ben Yann, surtout, tu te tais, tu ne cherches pas et voilà. Oh, parce que lui a été aussi sur un porte-avions. Oui, Alors, il y a eu un branle-bas de combat à 1 heure du matin et j'ai donc correspondu avec cette personne et ils ont carrément déclenché un branle-bas de combat sur le bâtiment de guerre, quoi. Donc, c'est pas rien. Il se posait beaucoup de d'accord, questions et c'est lui qui a d'ailleurs été opérateur radio, a envoyé un message à Marine Paris pour pouvoir parler et évoquer à Marine Paris ce qui se passait. Donc, je pense que de toute manière, il ne faut pas se faire d'illusions. Ici, Brest et le secteur est un véritable pot de miel, hein, pour nos visiteurs. Et tout ce qui se passe d'ailleurs un peu partout dans le monde de confrontation entre le phénomène OVNI, les pans et autres, souvent c'est dû aussi, il faut voir ce qui s'est passé dans les années 50, hein, avec la base de Maelstrom, avec Salas qui parle de la désactivation de missiles nucléaires, bon, les Minuteman. Donc il y a une relation là. Et puis faut savoir aussi qu'il faut bien voir le message qui est passé par nos visiteurs exogènes. C'est beaucoup sur l'écologie, mais aussi beaucoup sur la folie des hommes, la folie meurtrière des hommes à créer des armements toujours plus puissants. Et d'ailleurs, ce qui explique le secret qui est mis sur les phénomènes ovnis, sur les ponts. Bon, c'est en train de s'écrouler, hein, parce que ce qui se passe aux États-Unis est quand même vraiment important, hein. Depuis 2017, on s'aperçoit que ce soit au Sénat, que ce soit un cas qui est quand même très étrange et qui a aussi beaucoup d'implications, comme on peut le voir, hein. Et donc, alors donc tu parlais là, parce qu'on était un petit peu interrompu, on parlait là de ce témoin aussi alors à qui on a dit de se taire, ce qui peut être aussi normal, voilà quoi. Lorsqu'on est militaire aussi, on a ce qu'on appelle un devoir aussi de réserve et on peut imaginer aussi qu'il y a une sorte aussi d'intimidation aussi de la part de la hiérarchie qui fait que, bon, certaines personnes ont quelquefois hésitent aussi à témoigner. Et donc, est-ce qu'au niveau de ce cas, est-ce que tu as eu vent de choses qui se sont passées sur le bâtiment? C'est-à-dire que lorsque les visiteurs survolent aussi certaines infrastructures, certains bâtiments comme des bateaux ou alors d'autres installations, on peut constater par exemple des défaillances au niveau du fonctionnement des équipements, au niveau des équipements électriques. Alors, est-ce que tu as entendu ce genre
de choses par rapport à ce cas-là. Oui, tout à fait. Sur le porte-avions, en tout cas, on sait que tout est tombé en panne. Il n'y a plus de moyens de communication, plus de radio, plus aucun système d'armes, rien ne fonctionnait. Le porte-avions était complètement muet, ne pouvait plus se servir de quoi que ce soit. Ce qui est troublant, c'est que donc, ce qu'on a su, je pense qu'à l'époque, j'ai discuté avec Rémi Guéguin, donc en 83, j'imagine un peu, comme quoi tout se suit un jour et puis tout se sait aussi un jour. C'est Rémi Guéguin qui me parla de ça, c'est-à-dire que le porte-avions a été ramené à Brest, mis en quarantaine, c'est pas rien dans la marine, un bâtiment de guerre qui est mis en quarantaine, le bord, Carrément. carrément, le bord fouillé, tous les appareils photos et autres confisqués, et interdiction formelle de parler de ce cas à qui que ce soit. Donc secret défense absolu. Alors, bonne question. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un autre ami qui était à ce moment-là technicien radio sur la base qui est à côté de l'île Longue, c'est l'Enveloppe-Poulmic, base aérienne, hein, une BAN, base aéronavale. Et d'après mon ami, je dirais le Granger, pour pas le nommer, pour Oui, qu'il n'ait pas d'ennui, important. tous les systèmes de radio de cette base-là ne fonctionnaient plus non plus. D'accord. Donc, il y a eu interaction du phénomène sur tout le secteur de la pointe bretonne. Euh, alors, bien entendu, c'est compliqué parce que nous, ce qu'on recherche, enfin, ce que je cherche, moi, et avec d'autres personnes, je ne citerai pas trop les noms parce qu'il y a certains qui ne veulent pas les mettre dans les embarras. Bon, ben, Ouais, voilà, c'est un peu embêtant. Euh, on voudrait trouver d'autres témoins. Parfois, on est uniquement sur un témoin. Par contre, ce que je pense savoir, c'est que l'année dernière, je me suis rendu donc chez l'épouse de Rémi Guéguin, qui habite toujours à l'endroit où j'avais rencontré en 83 Rémi, toujours dans la même maison, face à la baie de Douarnenez, avec une vue magnifique sur la baie de Douarnenez, et avec, en face de la maison, le sémaphore du Cap de la Chèvre. d'accord. Et son épouse a évoqué le fait que son mari a sans doute observé cette, ce phénomène, enfin cet ovni, et que ça serait de là qu'aurait découlé sa passion et qu'il aurait rejoint la CNR, la Commission nationale de recherche. C'est pas impossible. Alors, euh, dans le nombre d'enquêtes que j'ai pu effectuer, j'ai souvent découvert des choses qui étaient assez troublantes et il y en a une qui m'a sauté aux yeux, c'est les artistes peintres. Euh, nos visiteurs exogènes ont l'air de s'intéresser de très très près à ceux qui ont un Un talent don. un don de création de peinture. Et Rémi Guéguin, c'était un peintre exceptionnel, incroyable. J'ai pu voir ses tableaux, d'ailleurs j'ai même demandé à son épouse de m'envoyer une photo d'un de ses tableaux. C'est incroyable, enfin, c'est vraiment une de mes filles qui est dans la peinture, enfin, qui est artiste aussi de son côté. Hum, Quand elle l'a vu, elle me dit, papa, il a même fait des expositions. d'accord. D'ailleurs, dans le sud de la France, hein, et un peu partout. Euh, mais malheureusement, bah, il est décédé 3 ans après que je l'ai rencontré dans un accident de voiture. Ah, Voilà. Donc j'ai rencontré en 83 et en 86, il est décédé dans un accident de voiture. d'accord. Ah, c'est un triste destin. Oui, Voilà, oui, quand même. Quand même, oui. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant. Lorsque tu parlais que les voyageurs s'intéressent aux personnes qui ont un don de peinture, mais moi, j'étendrais ça même dans d'autres domaines. Alors, je discute en ce moment beaucoup avec des gens comme moi ou comme toi, enfin, qui ont eu des contacts avec les visiteurs. Et j'ai pu m'apercevoir que la plupart d'entre nous avaient aussi développé aussi justement des facultés artistiques de création, alors que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans ce genre de choses. On peut. Alors, est-ce que
les visiteurs s'intéressent aux personnes, est-ce que c'est s'intéressent aux personnes comme ça? Ou est-ce que c'est eux qui, par leur interaction, peut-être développent des facultés artistiques chez les personnes? Comme on a pu voir aussi que la plupart des contactés, des habités, développent aussi un sens très aigu de l'écologie, par exemple. Donc, on peut se demander si c'est l'un ou l'autre. Alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Alors, ce que j'ai constaté, moi aussi, c'est, oui, je suis d'accord avec ton analyse. Euh, j'ai constaté aussi que beaucoup d'ufologues, Sylvain Matisse, Jean-Louis Lagneau, Jean-Gabriel Grirelli, moi-même, étaient des pratiquants en arts martiaux. Comment Oui, ça comme fait? moi, Toi comme aussi? moi. Bah oui, moi aussi, moi, je suis 4e dan en Kempo, à qui je dessus. Donc, et c'est troublant que tu me dises ça parce que même Sarah Whitman, avec qui on est en contact, elle aussi fait des arts martiaux. Mon ami Eric Zurcher faisait de l'aïkido et on a des contacts en commun. Et lorsqu'on s'est rencontrés, lorsqu'on a sympathisé, c'est un truc qui nous a interpellés aussi. Parce qu'en fait, mais c'est assez troublant. Je pense qu'il faudrait aussi travailler là-dessus parce que, oui, beaucoup de gens comme, enfin, pratiquent, ou pratiquaient les arts martiaux et ça me trouble. Alors j'arrive pas à comprendre, peut-être le lien entre les contacts et puis ça, mais ce que tu viens de me dire, voilà quoi. Ah oui, tu étais pas au courant, mais si tu vas sur, ma page, tu pourras voir aussi les vidéos, tout ça, où je pratique. Voilà. D'accord. Moi aussi, je pratique depuis 23 ans, donc arts martiaux chinois. Donc, voilà. Et Sarah, que j'ai rencontrée il y a 3 ans, on avait fait avec le Cerro et les Invisibles du Col de Vence, on avait fait pendant une semaine de rencontres ici, près de Brest, où pendant une semaine, on a pu partager des informations très intéressantes. Et je me suis même, un midi, Sarah m'a demandé, elle m'a dit, tu veux te battre? Je suis dit, pourquoi? Et on a fait une petite bagarre ensemble. Moi, j'ai dit, on va s'arrêter là parce que c'est en train de partir un peu en live. D'accord. Les arts martiaux chinois contre. Bon, j'ai plus l'âge non plus maintenant, mais bon, je pratique, je suis toujours passionné. Mais c'est vrai que tu as raison. Et puis après ça, il y a aussi une autre qualité que j'ai découverte, c'est que moi, par exemple, je coupe le feu et je soigne aussi les personnes. Donc, et aussi parfois, je découvre sur certaines personnes des choses qui ne sont pas euh, très belles à voir, quoi. Parce que Oui. je vois des gens qui sont malades et puis des fois, c'est des mauvais C'est pronostics. Voilà. c'est étrange parce que j'ai aussi cette faculté de déceler chez des personnes, justement, la maladie. Alors que, tu vois? Et ça m'est arrivé une fois de dire à une personne, enfin, c'était un peu maladroit de ma part, mais de lui dire: «Mais ça fait longtemps que tu es sous traitement, que tu es malade». La personne me regarde, mais, je suis pas moi malade, enfin, et ça l'a un peu interpellé et enfin, peut-être, quelques semaines après, elle vient de me voir, elle me dit: «Mais tu veux que je te parle d'un truc?» C'est assez troublant parce que justement, j'avais un doute et j'étais chez le médecin, j'ai fait des examens et en fait, il était, au début d'un stade 1 d'un cancer, quoi, et donc, tu vois, j'étais un peu gêné, mais bon, c'est voilà. Mais c'est vraiment très, très, très étrange ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est ouais, très étrange, troublant, on va dire. Ouais, ouais, Alors après, comme tu disais tout à l'heure, que tu remarquais d'une façon très intéressante, c'est est-ce que c'est le phénomène qui est en interaction avec nous? Est-ce que c'est nous qui rentrons en interaction avec le phénomène? Est-ce qu'on déclenche des capacités particulières après avoir été abducté ou autre? Parce que moi, bon, bah, en 1982, le mois de novembre 82, j'ai été abducté en ayant assisté à l'atterrissage d'un engin. Bon, j'ai fait une régression avec Isabelle de Cocheco du Cerro. J'ai pu découvrir que donc il y a certaines choses qui se sont passées et puis que le temps manquant que j'avais de plus d'une heure, eh bien, il était là, présent. J'ai pas vraiment compris et je sais que je me suis retrouvé à l'intérieur d'un engin et lors de ma régression, j'ai pas non plus compris ce qui se passait parce que Isabelle et Jérôme Gébou, qui est d'ailleurs dans Les Ailleurs, Oui. la série Les Ailleurs, Jérôme amène son témoignage de façon vraiment très intéressante parce que
On voit que tous d'ailleurs qui ont participé aux ailleurs, il y a une sensibilité, il y a un truc qui s'est déclenché, ça c'est sûr et certain. Donc, j'ai pas compris lors de ma régression pourquoi que quand j'ai à un moment donné légèrement entrouvert les yeux, qu'à à la place de la porte de la chambre, il y avait une paroi métallique couleur inox. Bah, ça, j'ai pas compris. Et j'ai pas compris non plus comment ça s'était passé au niveau l'espace-temps, la physique. Enfin, on peut peut-être parler de physique quantique ou de quelque chose qui nous est inconnu. Euh, D'ailleurs, c'est Guillemot qui a écrit l'hyperphysique, Oui, qui vient de sortir, son bouquin, là, qui était à Eco-Event il y a 2 ans, et qui parle de cette hyperphysique. Et donc, c'est très compliqué d'avancer sur ce domaine-là, on marche sur des œufs. Parce que bon, moi, j'ai pas compris comment ça pouvait se dérouler quand tu fais une régression et puis que tu te retrouves carrément de retour avec les êtres qui t'ont abducté, quoi. Moi, je sais que, tu vois, il y a grosse difficulté parce que certains ufologues mettent tout ça sous le tapis, hein, parce qu'ils veulent pas en entendre parler. Hein. Certains ufologues ne sont pas d'accord du tout du fait que, mais moi, j'ai bien vécu ce que j'ai vécu. voilà. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces expériences sont très troublantes, mais qu'elles sont réelles. Et que lorsqu'on vit ces expériences-là, on le vit réellement. C'est-à-dire que on ressent à la fois la douleur, le froid, le chaud. Il y a des sensations physiques qui sont très particulières. Et que tout ça, on le ressent vraiment. Et lorsqu'on fait des régressions comme tu as fait, on retrouve aussi toutes ces sensations. C'est comme si on était replongé dans l'expérience, mais comme si on le vivait enfin, une autre fois, quoi. Et c'est vraiment très, très, très troublant. Et il faut peut-être quelquefois aussi faire preuve aussi voilà, de parier, parce que c'est autant on n'est pas préparé au contact lorsqu'ils arrivent. Hein. Ça se fait souvent à la sous notre plein gré. Hein. C'est la définition de l'abduction d'ailleurs, de l'enlèvement. Alors voilà. Mais aussi lorsqu'on revit ces événements, ça peut être aussi fort parfois. C'est-à-dire qu'on est replongé dans ces sensations-là, dans la situation. Et je pense que c'est un peu ce que tu as dû vivre. Hein. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, même, je me souviens très bien que nous avions été à Nantes, au repas ufologique de Nantes. Le CERO avait été invité il y a à peu près 3 ans, 4 ans de ça, si je me trompe. Et si c'était Cyril Taznard d'ailleurs, qui était au repas ufologique de Nantes. Et quand j'ai fait ma régression, ensuite le soir, après la conférence que le CERO a fait au repas ufologique de Nantes, nous sommes allés dîner, pardon, tard d'ailleurs, il était plus de 23 heures, dans un petit restaurant très sympathique. On a monté une vingtaine de personnes à dîner, à manger un bon couscous, c'est très bon. C'est Et bon? le soir alors que l'après-midi, donc, j'avais fait ma régression, le soir même, ma main droite s'est mise comment dire, à trembler d'une façon incompréhensible. Je ne maîtrisais plus ma main droite. Et c'était la main droite où, lors de ma régression, j'ai vu une des créatures venir poser sa main comme ceci sur mon poignet. Et c'était tout mon avant-bras, en fin de compte, qui ne fonctionnait plus d'une façon normale le soir. C'est d'ailleurs une des amies, je crois que c'est Bérangère, si je ne me trompe pas, qui a fait quelques passes sur ma main et sur mon bras pour pouvoir que je récupère l'usage correct de mon. Voilà. Alors c'est assez surprenant, hein, c'est vrai, mais c'est exactement incompréhensible aussi de par les. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font au niveau exogène, ces êtres qui viennent avec leurs sondes. Parce que nous, dans nos enquêtes, on est là à chercher, à essayer de comprendre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein, avec le Sénat américain, et les députés, et puis tous les lanceurs d'alerte comme Luis Elizondo et autres, David Grush,
qui sont d'ailleurs que c'est Sarah hein, qui lors du salon EcoEvent a très bien évoqué tout ce qui se passe aux États-Unis. Hein, comme elle est bilingue en plus, c'est beaucoup plus facile pour elle. Mais nous, par exemple, sur l'affaire du porte-avions, on a pu découvrir qu'en février 74, il y a une véritable vague qui a eu lieu sur la pointe bretonne et sur la Bretagne en règle générale. On a le 3 février, on a Pleumeur dans le Morbihan à 8h45. On a le 3 février Lannion dans les Côtes du Nord, Côte d'Armor maintenant. D'Armor maintenant à 8h45. On a le 3 février toujours Morlaix à 8h45. Le 3 février, on a Plouérin dans le Morbihan à 9h. On a Ploué dans le Morbihan à 8h45. Tout ça le 3 février. Alors, bien entendu, essayons de comprendre, mais s'ils sont là, c'est pas pour rien. Comme je te le disais tout à l'heure, comme je vous disais, nos moyens de destruction massif sont là. Moi, je suis à 5 km à vol d'oiseau de mes fenêtres de l'étage. Je vois la rate de Brest et puis Longue au loin. Alors les gens émettent beaucoup d'hypothèses, mais je pense qu'il faut prendre aussi tout ça avec beaucoup de pincettes. Moi, je vais reprendre les mots de Lou Elizondo lorsqu'ils parlait de l'interaction entre le phénomène et le nucléaire. Alors souvent, les gens pensent que les visiteurs pourraient être là pour nous alerter sur les dangers du nucléaire. Mais pardon, mais les visiteurs ne nous ont pas empêchés de développer ces bombes, de les lancer sur Hiroshima. Il n'a pas empêché les tests nucléaires dans les atolls, comme on a fait ici en France. Alors si vraiment le phénomène avait voulu nous alerter sur les dangers du nucléaire, je pense qu'il aurait intervenu à d'autres niveaux. Alors on a aussi des cas où les visiteurs ont désactivé alors à Mainstrom dans les 60 des missiles Minuteman, mais ce qu'on sait moins, c'est que ces mêmes visiteurs ont activé des missiles en Russie à peu près la même période. Alors on peut très bien imaginer les dangers que ça représente. Hein, voilà, alors je pense qu'il faut nuancer un peu ces hypothèses et peut-être les réévaluer maintenant à l'heure actuelle où ces visiteurs en fait survolent l'intégralité quasiment des endroits accès restreints, des bases sensibles, et notamment celles qui abritent des dispositifs exploitant le nucléaire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, à Brest, on est à 120 repas UFO depuis 2004. Donc, j'essaie d'apporter un maximum d'informations à toutes les personnes qui participent au repas UFO. Et ce qui est intéressant, c'est que mais je leur ai dit, hein, attention, hein, c'est pas parce que nos visiteurs ont dit, comment dire, désactiver les missiles Minuteman à Milestone et que Robert Salas en a parlé à la commission d'ailleurs au Sénat ou autre aux États-Unis. Oui. C'est pas pour eux, pour ça qu'on a fait péter des bombes atomiques, hein. Nagasaki et Hiroshima. Plus de 100 000 morts sur Hiroshima et idem sur Nagasaki. Donc je dis, c'est pas une police d'assurance, hein, du tout, du tout, du tout. Et la folie des hommes, moi je pense qu'on est tout à fait capable de, quand on voit ce qui se passe actuellement, comment dire, en Ukraine, c'est d'une façon, mais c'est terrible. Et puis il y a plus de 50 conflits dans le monde en ce moment. Donc c'est particulièrement catastrophique. Moi, je ne veux pas entendre parler de police d'assurance avec nos visiteurs. Ça ne veut pas dire que... Bon, après, maintenant, c'est vrai, il est sûr et certain que nous sommes face et confrontés à... Et j'espère que... Parce que moi, de toute façon, ce que je vois maintenant, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, par contre, en France, c'est le contraire. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a eu dernièrement un Atlantique 2 au-dessus de l'Orient qui a été suivi par une sphère métallique. Et il a été... Ce que je sais maintenant, c'est que interdiction formelle à qui que ce soit militaire de parler ou d'évoquer en France le dossier OVNI ou observation ou autre. D'ailleurs, quand tu constates aussi bien que moi, quand on va sur le site du GEPAN, on est catastrophé. C'est incroyable. J'en discutais encore dernièrement avec Jean-François Boedec, qui a donc écrit les livres sur le OVNI sur le Finistère. Il est outré.
Et d'ailleurs, il y a la commission des finances qui est en train de s'intéresser de très près au budget de fonctionnement du Japon. Parce que il y a matière à travailler sur ce qu'ils font. Quand on voit comment ils ont déclassifié les cas qui étaient en D, ils les ont reclassifiés en A, on expliquait, on tombe des nues. Par exemple, l'aéroport de Brest-Guipava, en novembre de l'année 1981, on a un quasi-atterrissage derrière un avion Mercure donc d'Air France qui va décoller, qui est observé donc par des chasseurs, qui est observé par les pompiers de l'aéroport, qui est vu par les contrôleurs aériens donc de l'aéroport à la tour de contrôle de l'aéroport de Brest-Guipava. Et qu'est-ce que nous dit le GIPAN qui reclasse le cas? Il dit que c'est une rentrée météoritique multiple. Et c'est complètement Ah faux. bon? C'est complètement bidon, puisque nous avons, je pourrais te les faire parvenir d'ailleurs, par pièce, nous avons les enregistrements et le compte rendu radar de l'opérette. Donc là, ce qui se passe en désinformation en France, c'est catastrophique. Hein. C'est le contraire de tout ce qui se passe aux États-Unis. D'accord, donc voilà, puis on a pu le voir avec le cas qu'on a évoqué là, avec le porte-avions, hein, le Clémenceau, voilà quoi. Mais des cas qui impliquent aussi des bâtiments de la marine, il y en a énormément. Alors, par la nature aussi de ces objets qui sont aussi transmédiums, c'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois d'évoluer dans l'espace, dans l'atmosphère et dans l'eau. Et c'est alors moi ce cas-là, il me fait penser à un cas qu'on évoque rarement d'ailleurs, parce que souvent on évoque le cas du Nimitz en 2004 avec le fameux Tic Tac. Mais ce que les gens savent moins, c'est que le Nimitz a connu aussi un autre cas tout aussi emblématique. En 91, je pense qu'il est rentré du Golfe Persique par rapport à la guerre en Irak. Je pense que c'était ça. Et lors de cette observation, en fait, c'est un opérateur qui se retrouve bloqué sur le pont parce qu'en fait, tu sais, lorsque dans un navire de guerre, lorsqu'il y a on met le navire en sécurité, on ferme toutes les portes, etc., et on se met en position de combat, quoi. Et cet opérateur s'est retrouvé bloqué sur le pont et il observe en sortir de l'eau un engin immense qui faisait peut-être, comme dans le cas du Clémenceau, qui était peut-être aussi grand, sinon plus grand que le porte-avions lui-même. Et ensuite, tu le vois partir à une vitesse hypersonique. Et ça, c'est un cas qu'on connaît moins, mais qui s'est déroulé aussi, qui impliquait le Nimitz en 91. Et tu vois, ça me fait penser un petit peu au cas du Clémenceau. Et quand on me regarde ça par rapport au... Alors, quelle est la volonté du phénomène? Sinon, aussi peut-être de montrer sa puissance et sa supériorité technologique. Ça peut être aussi quelque part, voilà, une opération quelque part pas de propagande, mais d'intimidation, comme on pourrait dire ça. Regarde ce que moi j'ai, je suis beaucoup plus puissant que toute ta puissance militaire réunie, tu vois. Oui, tu as raison. Ben, c'est ce que me disait Pierre Guérin en 1999 quand je l'ai rencontré, l'astrophysicien Pierre Guérin, je l'ai rencontré en 1999 à l'université de Rennes 2 pour la présentation d'un mémoire en sociologie de Isabelle Cavé. Et il me disait que on est face à un phénomène ostentatoire. Donc, d'ailleurs, il a eu des mots qui m'ont un peu surpris dans la bouche d'un personnage aussi éminemment scientifique. Il me disait qu'il avait peur pour son intégrité physique, que les enlèvements étaient réels et que, bien sûr, les crop circles en Angleterre n'étaient pas faits par des papilles. Donc, on est face à une intelligence ou des intelligences, parce qu'il n'y a pas qu'une intelligence qui visite la Terre, hein, c'est quasiment certain, ils sont plusieurs ethnies ou races, si on veut. Bien que Ouais, maintenant voilà. on dit race et puis des fois on est catalogué dans des chemins Ouais. qui sont pas très bons. Mais c'est des ethnies qui visitent la Terre et puis ils font la même chose que nous on fait avec les animaux dans la savane. Hein. C'est-à-dire ils sont capables de marquer. Il y a sans doute des implants. D'ailleurs, c'est le docteur Lear qui a écrit pas mal de bouquins. D'ailleurs, un de ses derniers livres, c'est L'ultime frontière, qui est absolument à lire. Où là, tu as les preuves vraiment que des abductés sont implantés. Et puis,
que c'est pas des blagues, quoi, c'est pas des inventions. Et Non, c'est très intéressant. ce qui se passe avec aussi, qui est très intéressant, c'est tout ce qui se passe avec le bouquin de David Jacob, Il marche parmi nous, qu'il faut absolument lire aussi, et puis que j'ai rencontré aussi à Paris il y a quelques années, 2016 ou 2017, si je me trompe. Et tout ça, c'est très difficile justement de réussir à en parler parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a certains ufologues qui sont ouverts, hein, mais beaucoup sont quand même assez renfermés. Et puis derrière, il y a toutes ces informations. Pour ça, moi, j'aime bien travailler sur tu vois, tout ce qui est primaire, les documents, hein, et autres. Et puis aussi, ce que je fais comme recherche, là, c'est très, très intéressant parce que quand tu vas dans OSHD de Brest, au service historique de la Défense, tu découvres des choses qui sont intéressantes. Et puis aussi dans les archives, hein. Et je n'ai pas fini parce que là, ce qui est assez surprenant, c'est que le SHD de Brest a malencontreusement pris feu l'année dernière et que pour l'instant, je D'accord. ne peux plus m'y rendre. Alors, j'ai quelqu'un qui me disait l'autre jour, c'est pas parce que tu y as été. Je dis, oh non, pourquoi pas à ce point-là. Non, après, bon, voilà, faut pas non plus, mais bon, peut-être c'est Ah ouais, oui, c'est un malheureux, enfin, hasard, quoi, comme on pourrait dire. oui, Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est très intéressant et le fait, justement, de travailler à partir de ces documents, de ces archives, je pense que ça donne vraiment, véritablement, des données qui sont à la fois intéressantes et exploitables. Mais donc ça va être un travail qui est quand même assez long et puis, c'est fastidieux. Parce que toutes ces données-là, il faut les réunir, il faut pouvoir les confronter, il faut pouvoir aussi, comment dire? Les les comparer avec d'autres et ça doit représenter un travail assez considérable. complètement d'accord, oui, parce que moi, tu verrais mon bureau là actuellement, là, je suis toujours dans cette enquête. Là, j'ai tout sorti parce que je voulais vraiment être au top du top par rapport aux questions qu'il me posait. Et puis, il faut savoir quand même que le gendarme Stumpf, il avait 23 ans à l'époque. Kaminski en avait 20. Donc, ça les a suivis après tout le reste de leur vie, hein. Ils se sont posé beaucoup de questions. Le Stumpf, qui est un ami maintenant, est une personne très sensée. C'était des gendarmes c'était leur service militaire, hein, et ils étaient là ils allaient de Châteaulin comment dire, à Pentrez, non, pardon, à Teltruc-sur-Mer, ils y allaient, c'était pour faire de la surveillance, parce que déjà à l'époque, et faut revenir aussi au point de vue historique, hein. Les premières patrouilles des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est 72. D'accord, Donc, donc c'est juste avant. Ouais. on est en plein dedans, quoi. On est en plein dans les premières patrouilles des SNE. Donc, est-ce qu'il a été poursuivi par des ONI et puis qu'ils ont mis on peut hypothéquer, plein d'hypothèses, mais c'est compliqué, très Ouais. compliqué. Mais en tout cas, rien que le cas par lui-même, il est quand même assez emblématique. C'est-à-dire qu'un objet qui est métamorphe, qui peut se métamorphoser. Alors, on a le cylindre, on a ensuite la soucoupe, hein. On a les objets triangulaires. Et toutes ces choses-là, des objets qui sont transmédiums, qui sortent de l'eau pour rentrer dans l'objet qui est plus grand. Là, on a quand même toutes les caractéristiques, les observables qu'on a pu relever par rapport à ces phénomènes-là, par rapport à la forme, par rapport au comportement, par rapport au fait ils interfèrent avec les installations nucléaires et qu'ils créent des défaillances aussi techniques au niveau des installations. Alors tout ça, en fait, ça ne fait que valider ce cas, en fait. Ah oui, complètement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et puis, bon, c'est pas n'importe quoi comme bâtiment, hein, bâtiment de guerre, hein. Parce que là, on a une dizaine de bâtiments de guerre qui sont donc présents sur zone. On a 4 dragueurs côtiers, on a un escorteur d'escadre, on a 2 ou 3 escorteurs rapides, on a un bâtiment de guerre qui est le Clémenceau qui possède quand même, à l'époque il n'avait pas encore l'arme nucléaire, hein, ce que possède Ouais. d'ailleurs le Charles de Gaulle, hein, il possède l'arme nucléaire. Mais il a été doté de l'arme nucléaire beaucoup plus tard, dans les années 80, quelque chose comme ça. Mais c'est un bâtiment de guerre de cette taille-là, c'est pas n'importe quoi. Et puis alors, comme tu disais, c'est vrai que ce cylindre de 250 mètres de long, 25 mètres de diamètre, qui se transforme en une espèce de soucoupe,
6 ou 10 objets donc triangulaires qui sortent de l'eau à une vitesse approximative de 300 à 400 km/h, qui rejoignent le gros engin qui se transforme en une espèce de grosse soucoupe. Cet engin cylindrique de 250 mètres, il est à moins d'1 kilomètre en hauteur, il est à peu près à 750 mètres au-dessus de. Donc face à la. Alors ce qu'on aurait bien aimé, c'est avoir d'autres témoins et puis surtout obtenir la déclassification pour moi, c'est secret. Alors, Alain Boudier, on en avait évoqué un petit peu, on en avait parlé. Alors, il me semble qu'il a évoqué ce cas lors d'un repas ufologique, mais je ne me souviens plus. Je crois que c'est à Toulouse. Et pour lui, cette affaire, c'était ni plus ni moins que le Roswell français. Alors, est-ce qu'il y a eu récupération d'un engin ou autre? Je ne sais pas. C'est quand même bizarre que, voilà, que ce porte-avions-là se retrouve là, à ce moment-là, qui ait ces observations-là. Alors, que faisait le bâtiment sur cette zone, comme tu l'as évoqué tout à l'heure? Alors, et pourquoi est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un lien entre la présence du bâtiment, enfin des bâtiments et les visiteurs? Alors, on peut aussi, là, on se pose beaucoup de questions. Et comme tu disais, il faut trouver des témoins peut-être. Alors, peut-être que des gens qui vont nous écouter ce soir et qui sont dans les régions où pas un hasard assez. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront aussi se manifester. Alors, si des personnes ont des informations à communiquer sur ce cas, alors je les invite à nous contacter, alors soit toi ou moi. Et voilà, ça pourrait être aussi intéressant de trouver aussi d'autres sources sur ce cas qui est quand même très, très, très intéressant, très curieux. Oui, et ce qui est assez surprenant, c'est que dernièrement, j'ai évoqué cette affaire avec une amie et qui m'a dit qu'elle se rappelait que sa tante, ça avait fait beaucoup de bruit sur la presqu'île de Crozon et puis le secteur de Oui, Douarnenez. Et d'accord. qu'elle avait entendu parler de cette affaire. Moi, comment dire, pour l'instant, je n'ai pas lancé encore parce que comme je travaille avec d'autres personnes sur cette affaire, je marche sur des œufs aussi. Hein. Je marche sur Ok. des œufs. C'est assez compliqué. J'ai fait d'ailleurs comment dire, un diaporama là, sur cette affaire qu'il va falloir que je repense complètement parce que j'étais toujours sur le porte-avions Foch, quoi. Hein. Foch. Et donc le 7 janvier de l'année 74, alors que là on s'aperçoit que c'est le 7 février de l'année 74. Et aussi surprenant aussi, ça me semble intéressant, c'est que le lendemain, donc le 8 février 74, c'était mon anniversaire à l'âge de 9 ans. J'avais 12 ans. C'était mon anniversaire, 12 ans, le lendemain, le 8 février 74. Voilà. Et Une sacrée synchronicité. comment? Une sacrée synchronicité quand même. Bah, c'est assez surprenant, oui. Je me suis posé les questions parce que ces années-là aussi, j'ai fait une observation dans ces années-là. Nous habitions, mes parents, dans une tour au 13e étage et on avait une vue sur la rade de Brest, sur l'île Longue. Et j'avais quoi, peut-être 10 ans, et je m'étais levé la nuit pour un besoin naturel, et puis j'avais été intrigué par des lumières qui se baladaient au-dessus de l'île Longue, et il y avait un déplacement d'un point fixe à un autre, et puis ça, une triangulation en fin de compte, alors bleu, vert, rouge, et comme ça, au-dessus de l'île Longue. Alors, comme dit un de mes amis qui est militaire, c'était du repérage en fin de compte. Bah oui, je pense aussi. Je pense qu'il y a aussi alors on peut aussi comparer ça justement à des opérations de reco, hein, comme on dit dans le militaire, la reconnaissance. Mais bon, là où ça laisse un petit peu panquois et c'est interrogatif, c'est mais dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est militaire, hein, c'est pas rien. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas forcément eu de conflit ou alors de confrontation, enfin, ce qu'on sait peut-être pas, mais il n'y a pas eu forcément de confrontation avec le phénomène. Mais on pourrait se poser véritablement la question et s'inquiéter sur ce fait qu'il semble mener des opérations de reconnaissance. Et c'est pas pour rien qu'ils survolent nos sites sensibles. Alors, mais dans quel but? C'est ça, en fait, la réponse qu'il faudrait pouvoir apporter, mais qu'on n'a pas pour l'instant. Hein. Voilà, qu'on n'a pas de réponse à cette question.
Je crois que, il me semble, j'ai vu passer l'information tout à l'heure, il va y avoir un nouveau livre qui va sortir prochainement, et de Daniel Robin, euh, et avec Sarah Vitamen. Oui, oui, On dit briser le silence, révélation des lanceurs d'alerte à l'agence de l'ombre, rétro-ingénierie, entité non humaine, intelligence artificielle, arme ultra high-tech. Donc, comme tu connais aussi bien que moi Daniel Robin, qui a écrit d'ailleurs sur les triangles de la nuit, qui est absolument, ou l'affaire de Forge-les-Bains, au-dessus d'un site de chez Thales. oui. Toutes ces affaires-là nous semblent, ouais, c'est vrai. Et après, derrière, tu as tout ce qui se passe aussi aux États-Unis, hein, avec les drones, qui s'est passé aussi en France. D'ailleurs, c'est Gilbert qui en a parlé, qui l'a interviewé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, oui. Au mois de novembre, je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en Bretagne. Et tu as Oui, une répercussion qui se passe 3 ou 4 jours plus tard aux États-Unis avec des drones ovnis. Donc là aussi, c'est pareil. Aux États-Unis, il semblerait que ce soit des survols de centrales électriques, de sites sensibles, tout comme en ce qui Allemagne est, aussi d'ailleurs. ce qui est intéressant, ce que moi j'avais relevé, parce que j'avais anticipé ce qui allait se passer là, c'est en fin d'année dernière et puis au début d'année. Ça, je l'avais anticipé il y a quelques mois, et en se disant que ça allait se passer. Enfin, tu sais que quand on est lanceur du phénomène, on a souvent des synchronicités, des perceptions aussi, quelquefois des intuitions qui se, qui se trouvent être justes. Et moi, j'avais dit qu'il y a 10 ans, presque du jour pour jour, lorsqu'on a observé ces drones aux États-Unis, au New Jersey, et un peu partout, même au Royaume-Uni, en Allemagne, parce que c'est mondial, hein. Et donc, il y a presque 10 ans, jour pour jour, on a l'ensemble du parc nucléaire français, à la fois civil et militaire, qui se fait survoler par des drones, entre guillemets, quoi, hein. Et que il y a même l'Élysée qui a été aussi survolé. Ça, on l'évoque moins. Tu as aussi un centre de recyclage ou de traitement des déchets nucléaires qui a été aussi survolé. Et je ne sais même pas s'il n'y a pas eu des survols au niveau de l'île Longue ou au niveau de ces sites-là. Si, si. Mais donc voilà, donc mais c'est très 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 curieux parce que bon, alors après on a parlé de Greenpeace tout ça, mais c'est pas possible dans le sens où tu peux pas synchroniser parce qu'il y a un jour où quasiment il y a peut-être quasiment tout le parc nucléaire était survolé en même temps. Comment veux-tu planifier une telle opération avec des moyens privés? C'est pas logique. Et donc jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune explication à cet événement, à ces événements, parce que ça s'est allé pendant toute la fin d'année 2014 et au début 2015. Hein. Pour ça que je te disais, il y a presque 10 ans, jour pour jour. Aucune personne n'a été arrêtée, on n'a retrouvé aucun engin, et c'était, comme tu disais, un silence total de la part des autorités qui n'ont apporté jusqu'à présent aucune réponse. Oui, et puis tu as vu qu'on peut découvrir aussi que ça s'est arrêté d'un seul coup, et puis que comme si on est coupé, comme si on éteignait la lumière, hein, pareil, bouf, plus rien. C'est ce qui va sans, C'est sans ça. doute se passer aussi aux États-Unis. Alors quand tu parlais de l'île Longue, oui en effet, elle a été survolée en janvier ou février de l'année donc 2015, et le drone OVNI a été observé, ça a dû commencer vers 7h, 8h par des fusiliers marins qui étaient en charge de la sécurité. La presqu'île de Crozon, donc il n'y a qu'une route qui y mène, a été fermée. Tout la presqu'île, il y avait des forces militaires de partout qui ont débarqué. Le drone OVNI a été aperçu, ça a duré 10 heures, a dû être aperçu à 8 reprises. À 10 heures du matin, il y a eu un ordre de tir qui a été donné. Donc ils allaient tirer sur le, et ils l'ont pas fait parce qu'ils ne savaient pas avec quoi ils devaient tirer, parce que comme on est dans une zone peuplée, bah, c'est compliqué. Oui, pour le Alors, retomber, ça, oui, exactement. Et puis quand tu parles tout à l'heure de l'Élysée, oui, en effet, avec le PC Jupiter, Macron, enfin à l'époque, oui, il était déjà président, oui, il me semble. Et parce qu'il y a 2 mandats là. Et ça a remonté toute la chaîne de commandement du feu nucléaire. C'est-à-dire que c'est parti de Paris et ça arrive à l'île Longue. Après, quand tu parles des centrales nucléaires, ce qui est très 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 intéressant, c'est que quand il y avait un survol d'une centrale nucléaire, euh, l'ingénieur d'astreinte était donc se déplaçait à l'intérieur de la centrale nucléaire, il se passait des choses.
On ne sait pas, on n'a pas réussi à savoir exactement qu'est-ce qui se passait dans les centrales, mais il se passait des choses. Voilà. D'accord. Donc, il serait peut-être intéressant un jour de pouvoir avoir des personnes qui étaient là, qui puissent aussi témoigner. Mais bon, c'est tellement sensible parce que ça touche à la sûreté nucléaire. Donc, je ne suis pas persuadé que ces personnes prendraient la parole, parce que je pense aussi qu'ils ont été briefés afin de garder le silence. Mais je pense qu'il y a un responsable EDF qui, à un moment où un directeur de centrale on lui avait posé la question par rapport au drone qui avait survolé la centrale, il m'a dit, mais non, c'est pas un drone, c'est un OVNI. Tout à C'est fait. un objet volant non identifié qui a survolé cette zone. Tout Et à donc fait. là, on a ce discours-là aussi. Alors je pense que je sais pas quel journal avait enquêté sur cette affaire. Et je pense ils avaient récupéré un dossier dans les locaux de EDF, un dossier apparemment un peu comme ça, qui traitait justement de ces observations d'OVNI sur les sites de EDF, hein, les centrales nucléaires, quoi. Et donc, Tout à fait. c'est quelque chose qui est très sérieux, hein. Et c'est aussi très étrange parce qu'on sait qu'à cette période-là aussi, il y a 10 ans, c'est là qu'on met le doigt sur des défaillances de sécurité au niveau du site nucléaire français vieillissant. Et on peut observer, par exemple, des mises à l'arrêt de centrales, ce genre de choses, pour des raisons de sécurité et de maintenance. Et ça aussi, ça semble être se corréler aussi un peu. C'est d'ailleurs Christian Comtesse qui avait enquêté sur l'affaire de Goldfish, survol de la centrale, avec deux témoins. Et il y avait aussi des caméras de surveillance. Et puis, bon, la réponse officielle, c'était que c'était des avions de ligne. Enfin, à chaque fois, il faut qu'ils trouvent des pare-feux pour pouvoir essayer de contrer la sortie de la réalité. Parce que. Et c'est ça qui est gênant, en fin de compte. Et d'ailleurs, même Alain Boudier me l'avait dit il n'y a pas si longtemps que ça. À force de maintenir le cover sur la cocotte minute, il va finir par péter. Ben, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Après, comment ça va se passer en France? Toi, par exemple, j'ai discuté il y a 2 ans, en avril 2023, j'ai discuté avec Jean-Yves Brouard, qui était le scénariste des BD Mission Kimono. Je ne sais pas si tu as lu. Mais oui, oui, je connais. Ouais. Très, très intéressant. Alors, je discute au mois d'avril, oui, c'est ça, mi-avril, je discute avec Jean-Yves Brouard, on reste pendant 1 heure au téléphone, on parle de l'affaire du porte-avions, parce que bien sûr, lui, comme il est scénariste et qu'il a écrit les BD Kimono, confrontation, en fin de compte, entre le porte-avions Charles de Gaulle, et là aussi, tu vois, il y a une sorte de synchronicité qui se met en place, c'est-à-dire Oui. qu'on se retrouve avec un scénario BD, voilà, qui évoque le fait que le porte-avions Charles de Gaulle est confronté à des ovnis, à des OANI aussi. Donc, parce que là, sous l'eau aussi, il se passe énormément de choses. D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, et il y a un documentaire, si je me trompe, sur Internet, sur YouTube qu'on doit trouver. J'ai oublié le nom, mais c'est les sous-mariniers russes qui parlent d'engins qui sont détectés Oui, et qui circulent à très très grande vitesse, plus de 400 nœuds sous la mer, qui tournent autour des sous-marins nucléaires russes dans un engin. Donc ça remonte aussi à quelque chose qui est très intéressant, c'est le film Abyss. Je sais pas si Abyss, oui. tu te Oui, souviens, oui, oui. qui justement parle d'un sous-marin de la classe de la classe américaine. J'ai oublié le nom de la classe des sous-marins américains. Los Angeles, la classe des Los Angeles. Et là aussi, avec Jean-Yves Brouard, on discute de ça. Il me dit, mais Thierry, tu as trouvé? Tu dis, maintenant, c'est plus le porte-avions Foch, mais c'est le Clémenceau. Comment tu sais ça, tout ça. On discute pendant 1 heure au téléphone. Oh, c'était un ami, quoi. À peu 15 jours plus tard, il se fait tuer à Rennes par un chauffard, alors qu'il était parti pour travailler à 3 heures du matin. Un chauffard qui venait de sortir de prison à 3 heures du matin, qui brûle un feu rouge, qui rentre dans la voiture de Jean-Yves Brouard et qui le tue du premier coup. Qui le tue. Voilà, et le parquet de Rennes qui classe l'affaire sans suite. Je veux dire que. Et Jean-Yves, lui, il me dit, il m'évoque le fait que, ah ouais, mais Thierry, c'est toi qui as parlé de ça. Le porte-avions était donc en évolution, navigué. Et là, il y a le pacha qui dit au timonier prendre la barre à tribord ou la barre à bâbord pour éviter un rocher qui n'est pas sur les cartes qui vient d'apparaître en phase 2. Et puis ils n'ont pas eu besoin de prendre à tribord ou à bâbord parce que le rocher va prendre des pyramides. Ils s'envolent. Bah, Ils c'était pas un s'envolent. rocher.
Ah mais C'était non, pas c'est un pas rocher. non, Ah non, c'était pas un rocher. ah Voilà, non. quoi. Mais bizarrement, alors, sans être parano, mais il y a aussi beaucoup de dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, de façon assez suspecte, hein. On a par exemple le docteur, John Mack, qui avait étudié sur le phénomène qui lui se fait renverser par un chauffard. Il y a ton ami, il y a aussi, des choses qui sont très curieuses, par rapport à la mort de Jimmy Gueux. On a mais alors on avait évoqué, je pense qu'il y avait un lanceur d'alerte américain, le nouveau lanceur d'alerte Jacob Barber, qui évoque aussi ça en disant qu'il y a eu forcément intimidation et peut-être même des gens qui ont été supprimés, hein, pour voilà, conserver un peu ce secret. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier. Toutes ces personnes aussi qu'on a mis au silence, qu'on a fait taire. Et d'ailleurs, prochainement, moi, je reçois aussi des mails de personnes qui sont témoins de phénomènes. Mais là, j'ai reçu, je lui consulte apparemment une personne un ancien militaire aussi, qui a eu aussi des interactions avec les visiteurs, mais aussi qui a eu des intimidations au niveau de l'armée. Et donc, je ne sais pas si cette personne voudra forcément témoigner à visage découvert, mais on pourra aussi voir que c'est pas forcément tout rose, hein. Je veux dire, à la fois avec le phénomène, mais aussi à la fois comment il est traité par les autorités. Et oui, ben, tu sais aussi bien que moi que depuis le crash de Roswell en 47, juillet 47, c'est Corso qui a écrit d'ailleurs un bouquin qui est absolument à lire. Ils ont fait de la rétro-ingénierie. Donc là, dans le dernier Nexus, ils évoquent le fait que les Américains ont récupéré 9 objets. Bon, donc après, Corso, il parle dans son livre que la rétro-ingénierie aurait permis de la fibre, euh, Ouais. fibre optique, de laser, des transistors, les lunettes de vision nocturne, euh, un ensemble de nouvelles technologies qui seraient apparues après le crash de Roswell. Et on peut Alors voir là, que Roswell c'est juillet 47, et le hasard comme par hasard, comme on pourrait dire, 2 mois plus tard, en septembre, ou alors 3 mois plus tard, en septembre ou octobre 47, est fondée la CIA. Donc voilà, tu vois, c'est quand même une sacrée synchronicité, hein. On va dire Roswell plus la CIA qui est créée 2 mois après. Donc voilà, tu vois. Ouais, ah oui, voilà, oui, voilà. tout à fait, tout à fait. Et puis Roswell, bon, bah, on n'est pas loin du 509e groupement de bombardiers stratégiques américains Bien qui ont, sûr. qui ont balancé des bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Donc là aussi, il y a quelque chose. Bon, après, on peut faire des hypothèses, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais c'est sûr et certain de toute façon que tous les pays au monde sont en train enfin, veulent récupérer de la technologie alien, faire de la rétro-ingénierie, Ce pour qui avoir est les moyens de. compréhensible. Ah oui. Ouais. Mais ce qui est, alors, moi, alors, peut-être pour conclure, moi, ce que je trouve assez triste ou dommage, c'est que récupérer ces technologies pour toujours faire des armes, ou alors créer des moyens militaires, et pour avoir peut-être une force asymétrique sur l'adversaire. Mais ne pas, alors je trouve ça un peu criminel dans le sens où de ne pas donner accès au peuple à cette technologie, alors qu'on connaît des difficultés vraiment qui semblent insurmontables au niveau de l'environnement, au niveau de l'énergie, au niveau enfin du climat. C'est, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment pas bien, quoi. Parce que, en fait, je pense que cette technologie-là, déjà, de un, n'appartient pas aux militaires dans le sens où elle vient des visiteurs. Et ça aussi, il va falloir peut-être faire attention parce que ces gens-là parlent de tout ça comme si les visiteurs n'étaient pas là, comme si eux ne se rendaient compte de rien. Mais ce qui est faux, hein, parce que le phénomène nous connaît peut-être mieux que nous, on se connaît nous-mêmes. Et deuxièmement, je trouve ça vraiment pitoyable, garder ces technologies dans le domaine militaire, alors qu'elles pourraient bénéficier au bien de l'humanité entière. Tout à fait d'accord avec toi. Et puis on pourrait penser à faire autre chose avec cette technologie qu'on récupère, c'est-à-dire éviter la famine dans le monde, les énergies libres, les énergies du vide, hein, du point zéro. Bon, avoir à récupérer certaines technologies pour soigner les gens. Tu vois tous les gens qui le cancer et autres. Hein. Et puis
Voilà, c'est quand même malheureux, mais c'est la folie meurtrière hein, qui est derrière, là. Pourquoi ne pas utiliser toute cette technologie, comme tu le dis si bien, pour, euh, pour le bien de l'humanité? Ça sert à quoi d'avoir... puis tu vois, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu une guerre comme ça, comme celle qui se passe entre les Ukrainiens et les Russes. C'est quand même Oui, incroyable, incroyable, c'est effroyable. incroyable. Je comprends pas. Et tu sais, si on, faut pas s'étonner après qu'on n'ait pas de contact dit officiel, bon, avec civilisation. Après, Oui, bon, 2025, on va bien voir, parce que là, tu vois, ça bouge quand même beaucoup aux États-Unis. Bon, on va bien voir ce que Trump va faire, je ne sais pas. Il a dit qu'il allait divulguer certaines choses. Bon, il a déjà divulgué en fait compte que c'est la mafia qui aurait tué le bon, président Kennedy. Bon. oui, oui. Alors ça, c'était un secret de polichinelle, ça, quelque part, Ah hein. oui, oui, quelque part, j'ai l'impression Donc que voilà quoi. Alors, il a révélé des choses qu'on savait déjà, mais bon. ouais, Après, son initiative est bien, dans le sens où il donne les éléments, les documents qu'il va déclassifier, c'est bien, mais qu'il fasse aussi la même chose pour le dossier des pans. Et là, ça serait vraiment. Alors, beaucoup de présidents ont promis, hein, il y a Carter qui voulait faire des trucs comme ça, mais bon, dès que les gens ont pris leurs fonctions, lorsqu'ils ont, à mon avis, pris connaissance du dossier et des implications que ça a comporté, sont revenus en arrière, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de ne rien révéler de cette ère. tout Hein. à fait, tout à fait. Voilà, quoi. Ah ouais, Bon, malheureux. bah Thierry, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose pour nos auditeurs ou... Je pense il faut se dire une chose, c'est que faut garder espoir. Et je pense que cette année, là, avec ce qui se passe aux États-Unis, ça va vraiment. D'ailleurs, Luis Fernando, il en parle très bien dans son le bouquin qui va être, sortir en France, d'ailleurs, traduit? traduit en Oui, France, oui, prochainement, c'est un peu ce que j'ai pu comprendre. Et le livre, oui, c'est imminent, imminent, éminent. imminent. Donc, je pense que oui, on va pas pouvoir. Enfin, si aux États-Unis la vérité et la réalité éclatent au grand jour, euh, en France, le GEIPAN et autres va être balayé parce que simplement le GEIPAN, c'est une officine des services de renseignement français, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Oui, Et donc, oui. euh, on, il faut garder espoir et puis se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Voilà. C'est clair. D'accord, oui, bon, on va faire comme ça, on va garder espoir. Et en sachant que, bon, il y a beaucoup d'activités, enfin, d'actualités aux États-Unis, mais ici en France, on n'est pas en reste, parce que, bon, comme on peut voir, on a des gens comme toi qui connaissent bien le sujet, on a des gens qui sont sur le terrain, on a aussi des scientifiques, on a aussi pas mal de gens qui actuellement s'investissent dans l'étude de ces phénomènes-là. Et donc, je pense que nous aussi en France, on va pouvoir aussi s'investir pleinement en fait dans ce dossier et participer aussi à peut-être à faire reconnaître en fait ce phénomène-là par un plus grand nombre et aussi de faire émerger des choses qui sont très intéressantes, comme à travers le cas qu'on a pu, dont on a parlé ce soir, hein, qui n'était pas forcément beaucoup évoqué et peut-être même pas connu de certaines personnes dans l'ufologie. Donc voilà quoi. Mais petit à petit, en apportant quelques pierres à l'édifice, je pense qu'on pourra faire aussi progresser la connaissance du phénomène. Je suis d'accord avec toi. Et puis, faut avoir l'espoir pour la suite des événements. Bon, Jean-Claude Bourré, je sais qu'il s'est intéressé à cette affaire dernièrement, là, parce que j'étais avec Patrick Galacteros en conférence il n'y a pas si longtemps, et puis avec Bernard Toinel. Et on avait évoqué cette affaire du porte-avions, et Jean-Claude il était intervenu en plein milieu de l'émission pour dire que le cas était quand même D'accord. vraiment très intéressant. Et il y a des pointures de l'ufologie hein, qui s'occupent de ce cas. Il n'y a pas que moi, mais je peux pas mettre je peux pas Ouais, le ouais, dire. ouais, je comprends. Je Oui, garde ouais. ça. Alors, c'est important aussi de. Alors, moi, j'ai mis un point d'honneur, c'est important aussi de protéger ses sources. Et alors, moi aussi, je suis très prudent par rapport à ça. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de mettre les gens en difficulté. Hein. Au contraire, c'est de les aider justement à pouvoir prendre la parole, mais sans forcément dévoiler leur identité ou alors les mettre en porte-à-faux, que ce soit avec leur hiérarchie ou alors tout simplement dans leur vie privée. Hein. C'est pas le but du tout. Donc, il faut être aussi très prudent. Cette démarche-là, c'est une démarche qui est délicate.
Et donc, il faut vraiment avoir une déontologie et vraiment une ligne éditoriale qui est vraiment encadrée. Et voilà. Merci en tout cas, Johan. Ben, merci à toi. Et puis, écoute, peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres projets, d'autres émissions. Alors, moi, j'ai aussi d'autres projets qui vont peut-être consister à des tables rondes où j'inviterai des gens de terrain et peut-être des experts à venir parler d'une thématique. Et ça se fera sûrement dans une phase 2 par rapport à UIP Investigation. C'est-à-dire qu'on va commencer dans quelques temps à faire des lives. Donc, voilà, quoi. Et D'accord. on aura une super modératrice parce que ça sera ma fille, donc que je vais aussi faire participer aussi à ce projet. Donc voilà. Très bien, Johan. Ok. Ok, Merci. bon écoute, je te dis à bientôt et au revoir. À bientôt, au revoir et puis bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Bon, et bon week-end à tout le monde. Et Au revoir. espoir et bon week-end à tous. Oui, c'est pas un bon week-end. Ouais.